Bonjour. Alors, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et comment êtes-vous arrivé en France? Je suis un Maghrébin, donc je suis venu en France avec un visa régulier et je suis venu pour faire des études en France. Voilà. Racontez-nous votre course au papier et dites-nous si ça a été un réel chemin de Damas. La course au papier, c'est un vrai chemin de croix parce que à partir de 2006-7, on m'a refusé le renouvellement. Sous un prétexte, je dirais pas fallacieux, mais qui n'est pas probant. Et depuis, je galère pour renouveler mes papiers. C'est vraiment avec toutes les conséquences qui suivent, enfin, galère, perte de travail, perte de situation sociale et même situation familiale. Sachant que je termine un diplôme d'État français, et donc voilà, ça m'a un peu handicapé dans ma vie personnelle et dans ma vie universitaire. Face à de telles difficultés, n'avez-vous pas ressenti la tentation de vous marier pour obtenir plus facilement vos papiers? On imagine que c'est tentant quand on est confronté à un tel parcours pour arriver à obtenir finalement simplement des papiers. Oui, je pense que le mariage était la voie royale et facile pour pratiquement tous les migrants et tous les gens qui arrivent en France, soit pour des études, soit pour travailler. Personnellement, je pense que c'est travestir ses principes pour se marier, ce n'était pas vraiment la bonne voie. Certes, j'ai choisi la voie la plus difficile, d'ailleurs je galère toujours, mais bon, je pense qu'il faut garder quelques nobles principes dans la vie, sinon on se perd en fait. Se marier pour avoir des papiers n'est pas le but de mariage, et les papiers ne sont pas non plus les clés de paradis comme on dit chez nous. Je refusais vraiment, je déclinais même des offres des amis qui m'ont proposé vu ma situation, donc je dis non, et puis bon, je gardais ce refus catégorique pour ne pas vraiment tâcher un parcours universitaire par vraiment une forme de, excusez-moi du terme, prostitution sociale ou prostitution administrative. Justement, vous parlez de votre parcours universitaire. Qu'est-ce que vous faites comme études exactement? J'avais préparé un premier diplôme universitaire en France, enfin en Sorbonne, et j'ai entamé aussi un deuxième diplôme qui est couronné d'un doctorat. Et au niveau de la troisième année de thèse, on m'a arrêté mon séjour en prétextant que la thèse doit finir en 3 ans, sachant que toute thèse en sciences humaines peut dépasser le 5 années. Voilà, c'était injuste de m'imposer cette loi, sachant que je connais des gens dans mon entourage, des collègues français et même des Maghrébins, qui sont à la 10e, 7e, 8e année de thèse et n'ont pas encore terminé leur thèse. Moi, j'avais couronné ma thèse par une soutenance avec une mention la plus haute décernée par la Sorbonne, et je me trouve toujours docteur à Sorbonne, mais sans papier. C'est vraiment scandaleux quand même, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche en fait en France. Est-ce qu'on cherche des gens qui peuvent s'intégrer, qui maîtrisent la langue, qui sont ici dans un processus d'émancipation, ou des gens qui vont venir sans maîtriser la langue, sans vraiment aucune chance d'intégration, puisque la langue est la clé de l'intégration. Et c'est ce qu'on fait dans d'autres pays. J'imagine que sans papier, vous ne pouviez pas travailler. Alors, comment avez-vous survécu? Comment vous vous en êtes sorti pendant ces longues années? C'est vrai que c'était tellement difficile. C'est un dilemme. Travailler, ça veut dire que vous travaillez en black, et ne pas travailler, ça veut dire que vous mourrez de faim. Donc le choix était d'essayer de travailler. Bon, c'était la galère, donc j'ai transité par le marché comme tout le monde. Je fais de la peinture comme tout le monde, en bâtiment, pas la peinture de Picasso. Je fais la planche, je fais la restauration, je fais quelques mariages. Et puis bon, je finis par faire des cours particuliers, par faire quelques traductions éventuellement. Et puis bon, il faut pas oublier aussi l'aide de quelques amis qui m'ont permis aussi de pouvoir survivre et de pouvoir supporter cette galère. Vous avez vivoté quoi? Oui, j'ai vivoté, hein. C'était pas non plus très intéressant parce que vous n'avez pas de sécurité sociale, donc vous pouvez pas vous soigner. Sachant, juste pour rappel, que j'ai refusé de postuler pour l'aide médicale de l'État parce que je ne suis pas venu ici pour la mendicité.
C'est une conviction. Je sais que c'est stupide, tout le monde a cette aide, mais moi j'avais refusé comme j'avais refusé le mariage, parce que le processus de mon séjour en France n'était pas pour profiter des aides et des allocations. Je pense que je suis venu pour autre chose, donc qui n'a rien à voir avec ça. Donc il y a des choses aussi qui m'ont handicapé. Non, je pense que je suis fier d'avoir vraiment choisi cette option, même si elle était vraiment la route la plus difficile. Mais pour dire aussi que dans le parcours des immigrés, il y a des parcours qui sont très clean, très clairs, et qui ne sont pas ici pour ni faire des enfants, ni pour se marier, ni mariage gris, ni blanc, mais juste pour s'enrichir. Et puis c'est un échange mutuel. La France nous a donné les universités, la culture, et puis je pense que chacun donne aussi de sa personnalité, de son personnage, et puis c'est ça l'interaction culturelle, quoi. Vous êtes venu donc pour vous enrichir culturellement? Oui, je pense ici d'un pays qui a été colonisé par la France, donc je pense par l'Empire français, donc je pense que nous avons déjà gardé, comme disait Kateb Yassine, la langue française comme butin de guerre. Et puis par la suite, il fallait faire une certaine ouverture. Donc je pense que le rapport qu'on a avec la France est un rapport plus intellectualisé, idéalisé. Ce n'est pas un conflit des cultures, c'est pas un choc de culture, c'est vraiment plutôt un enrichissement. Nous avons la langue, ici il y a tous les moyens, enfin universitaires, la recherche, les professeurs et tout ça. Donc on a essayé moi personnellement, j'ai essayé d'aller dans tous les cours des collèges de France, dans le cours de la Sorbonne, dans le cours de Sciences Po. Donc je trouve que la France m'a beaucoup donné sur ce plan, même si elle m'a pris quelques années de liberté, quelques années de confort, mais bon, je le regrette pas, et si c'était à refaire, je le referais, voilà. Et vous, quand vous aurez vos papiers, vous pouvez lui rendre finalement une certaine force de travail, un enrichissement économique? Oui, je pense que le monde arabe traverse une crise très grave, et donc je pense que la France et quelques pays européens auront besoin de gens qui sont bilingues, qui peuvent comprendre aussi la situation dans le monde arabe, la crispation identitaire, toutes les crispations identitaires qui se passent ici, qui se passent ailleurs, toutes ces guerres qui ravagent le monde arabe. Je pense le populisme qui monte ici et ailleurs. Je pense que la France et d'autres pays auront besoin de nos compétences pour comprendre, pour déchiffrer, puisque nous, on approche la culture arabe, la culture arabo-musulmane de l'intérieur, et pouvoir critiquer ou s'autocritiquer. Voilà. Comment vous avez réussi à vous loger sans papier? Bon, déjà, pour un Français, avec un salaire moyen, il ne peut pas être logé, parce qu'il faut des garanties, il faut vraiment un garant et tout ça. Alors pour un sans-papier, c'est problématique. Bon, j'ai eu la chance, sincèrement, de rencontrer des gens qui étaient très magnifiques et sympathiques. Une pensée personnelle à une chère Jacqueline qui nous a quittés il y a quelque temps, qui m'a offert sa maison, à moi seul. Que Dieu bénisse son âme. Et je pense toujours à elle. Et à quelques amis, bon, éventuellement, comme tout être humain, j'avais une compagne, donc elle a aussi supporté toute ma galère, même si c'était difficile pour elle. Et elle m'a toujours épaulé, donc je peux lui dire aussi un grand merci, malgré les tensions, parce que c'est pas évident de vivre dans la galère. Est-ce que vous avez subi de l'isolement, de la marginalisation par rapport aux autres gens de la société, des angoisses? Sincèrement, c'est toujours cette ambivalence. Enfin, on se sent par moments schizophrène parce qu'on a cette conscience, enfin, quand même, qu'on est des citoyens, qu'on est quand même dans un pays où la citoyenneté est la base de l'appartenance. Donc, dans ce sens, j'avais toujours ce sentiment d'être un citoyen à part entière. Mais en même temps, il y avait des moments d'isolement. Le moment où tout le monde part en vacances, le moment de fête où vous vous trouvez vraiment dans votre torpeur, et puis vous vous retrouvez vraiment esselé. Même les gens les plus proches de vous partent parce qu'ils ont à voyager, à casser un peu le rythme parisien. Et donc je pense que c'était cet isolement, cette traversée des déserts parisiennes qui était la plus difficile. Il y a eu des moments de dépression, des moments d'angoisse. Pourquoi vous avez persévéré alors? Pourquoi vous êtes resté ici? Parce qu'en fait, j'ai persévéré parce qu'il y a un orgueil personnel, sincèrement. C'est cette envie de ne pas perdre. Même si la machine était broyante et je broyais du noir tout le temps, je me disais, il faut que je sorte avec un point d'honneur. Le point d'honneur, pour moi, c'était mon diplôme. C'était pas le mariage, le trophée ou le papier. Franchement, ça m'intéressait pas beaucoup. C'était juste pour être très à l'aise et pour pouvoir voir mes parents et rentrer et sortir. Et pouvoir aussi participer à des colloques à l'étranger. Mais
Pour moi, ce qui était apaisant, c'est pouvoir vaincre l'adversité et décrocher un diplôme. Dire aussi à tous ces gens qui ont mis en doute ma parole, mis en doute mon parcours universitaire et des fois même ma dépression, dire à ces gens que, en fin de compte, je suis venu pour un diplôme, je l'ai eu avec les plus hautes mentions, j'ai publié ce que j'avais à faire, et ben j'ai accompli, c'est un accomplissement pour moi, voilà. Donc c'était mon cadeau personnel, donc ma revanche, allez, pour ne pas dire une revanche. Bravo. Plus techniquement parlant, à qui il faut s'adresser pour obtenir des papiers ? En fait, il faut s'adresser directement à la préfecture, mais la préfecture elle a des antennes qui sont éparpillées partout à Paris, selon les arrondissements. Et donc, dans un cas comme le mien, ou dans un cas dans ce qu'on appelle quelqu'un qui n'a pas de séjour, ou son séjour n'est plus valide, il faut s'adresser à une antenne ou dans différents quartiers de Paris, donc dans le 14e, dans le 17e. Et il faut composer tout un dossier. Et il faut faire la queue comme tout le monde. Donc c'était vraiment un parcours de combattant. Je pense que les conditions ne sont pas très dignes de l'État français. Bon, par la suite, c'est vrai que le problème de la paperasserie, c'est l'appréciation. Donc le séjour en France, il est basé sur l'appréciation. Il n'est pas basé sur des critères qui sont vraiment très clairs, franches. Vous le remplissez, vous avez votre séjour. Vous ne le remplissez pas, vous n'avez pas votre séjour. Il y a toujours cette problématique d'appréciation ou de l'agent qui est en face de vous. On comprend très bien que l'agent il a une quai qui fait chaque jour 100 à 300 personnes, il se fatigue, les fictifs sont vraiment très, très réduits, hein. On tourne un guichet de 2 ou 3 personnes, donc on comprend tout ça, mais de l'autre côté il faut comprendre aussi que les gens sont dans un parcours de souffrance. Ils se réveillent à 6 heures pour faire la quai et puis ils finissent pour voir l'agent pour 3 secondes. Et des fois, on fait une queue de 4 heures pour avoir vraiment un entretien de 3, même pas 5 minutes. Et vous rentrez par la suite dans la même case, donc vous revenez 5 heures pour rien. Moi, j'avais fait ça 10 fois. Et chaque fois, on me trouve un truc, où il n'y a pas de la signature de papier EDF, il n'y a pas le tampon, il n'y a pas tel, ou la banque, il n'y a pas l'adresse, ou il fallait vraiment la signature, il fallait le papier en tête. C'est vrai qu'il faut dire à ces gens, nous ne fabriquons pas ces papiers. Ces fonctionnaires qui vous ont accueillis, est-ce qu'ils se sont montrés accueillants, facilitants, ouverts, ou au contraire vous avez ressenti une certaine xénophobie, une haine de leur part, une volonté de ne pas vous aider, de ne pas vous faciliter la tâche ? Je ne pensais pas que leur rôle de ne pas me faciliter la tâche, mais par contre, il y a, comme tous les êtres humains, il y a des gens qui sont compréhensifs. Il y a d'autres qui sont plus rigides, plus stricts, plus inhumains. Et je pense que sur la tête des clients, des fois on tombe sur une personne qui est gentille, compréhensive, donc elle va vraiment vous conseiller, même si le dossier n'est pas complet, mais elle va vous diriger, elle va vous dire voilà, il vous manque tel. Il y a d'autres qui vont vous dire non, c'est bon, allez vous rentrer la prochaine fois, voilà la liste. Donc je pense pas qu'il y a un sentiment de haine envers l'autre ou de haine envers l'étranger, mais bon, c'est un sentiment aussi de ras-le-bol. Ils sont en sous-effectif, c'est pas pour le défendre. Mais bon, il y a des comportements quand même qui sont à revoir. Pensez-vous que les personnes qui souhaitent donc disposer de papiers français souhaitent réellement devenir français ou souhaitent profiter des avantages d'un pays qui en offre ? Oui, je pense qu'il y a certains qui ont cette envie d'embrasser la nationalité française pour des raisons souvent culturelles, des raisons d'émancipation, des raisons d'histoire. Généralement, là, on est dans une vague des gens qui sont très littrés, qui ont un contact vraiment très intéressant, culturel et littéraire avec la France et historique. Et je pense aussi, comme tout autre défaut d'immigration, il y a quelques-uns qui sont là que pour profiter de ce qu'on appelle les privilèges sociaux en fait en France. Moi, je pense personnellement qu'à un certain moment, il faut limiter les naissances. C'était pas les naissances, il faut limiter les allocations à 3 enfants. Comme ça, on évitera aux gens d'avoir 10, 20, 30 ou 15 ou 12. Et on comprendra qui viennent pour la France. Pourquoi limiter les naissances, comme vous disiez ? Qu'est-ce que ça change s'ils ont moins d'enfants ? C'est pour donner une chance pour 3 enfants, pour bien être éduqués, pour une bonne éducation. Et je pense que lorsqu'on a 3 enfants, on a plus de temps à consacrer à 3 enfants.
Mais le jour où on aura 6, 7 enfants, il y aura toujours des ratés et des gâchis. Oui, mais il y a des grands frères et des grandes sœurs qui s'occupent très bien des sixièmes, par exemple, des septièmes, qui ont aussi le droit à une éducation, pourquoi pas? Oui, je pense, mais l'expérience a démontré qu'il y a beaucoup de gâchis. Si on prend, par exemple, ce n'est pas pour faire vraiment une étude ethnique, mais si on prend certaines banlieues, il y a beaucoup de gâchis. Les chiffres même de la délinquance le disent. Je pense que dans une famille, lorsqu'on s'occupe de 3 enfants, on peut s'en sortir vraiment très bien, avec une bonne éducation, même si on n'ira pas faire Sciences Po ou Dauphine, mais je pense qu'on peut faire un bon parcours, parce qu'avec cet enfant, on ne peut pas ni s'occuper des enfants de leurs études, ni leur donner la possibilité de bien s'habiller, de bien s'intégrer avec 3 enfants. Je pense qu'on leur donne tous les moyens. Voilà, toute cette chance, voilà, de profiter de l'école, de l'enseignement, des bibliothèques, de tout ça. Est-ce que les personnes qui ont désormais obtenu leur papier sont davantage satisfaits, sont mieux maintenant? Peut-être vous en connaissez? Je pense, bon, il faut placer la satisfaction sur 3 niveaux. Il y a certainement une satisfaction matérielle, peut-être sociale, mais après, il reste une satisfaction personnelle, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que les papiers ont changé votre vie? Est-ce qu'ils ont changé, ils ont apporté de l'harmonie à votre vie? Je ne pense pas que le papier apporte l'harmonie à la vie d'une personne, tout simplement, il apporte un certain confort. Est-ce que vous pensez que vous avez eu plus de mal que quelqu'un d'autre à obtenir vos papiers, et pourquoi, si c'est le cas? Oui, je pense que j'ai eu plus de mal que quelqu'un d'autre à avoir mes papiers. Je ne connais pas des cas, mais je peux dire que en côtoyant pendant 9 ou 8 mois les quais de la préfecture, j'en avais des cas qui, je pense que je remplissais les conditions d'un séjour en France 3 fois mieux que ces personnes, mais eux ils sortaient souvent avec un récépissé ou avec un titre de séjour, et moi je rentrais bredouille pendant des mois et des mois. Voilà. Et vous les avez là aujourd'hui, vos papiers, ça y est? Oui, ce qui a changé pour moi, c'est que je peux pouvoir voyager, je peux pouvoir voir mes parents, je peux pouvoir sentir d'autres parfums, et puis prendre un peu de recul par rapport à ces années passées en France clandestinement. Pourquoi plus de mal qu'un autre? Je ne sais pas. Je pense que aujourd'hui en France, il faut le dire aussi, c'est difficile d'être un Maghrébin et d'avoir un séjour. Après les révolutions arabes, la vague de l'Ambadouze a quand même terni un peu aussi toute cette image. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de déchets. Les préjugés, les stéréotypes sont toujours là. Et puis je pense que c'est pas la bonne période pour un arabe ou pour un maghrébin, hein, vu la situation géopolitique, la situation aussi locale en France, donc c'est un peu difficile. Et est-ce que la France correspond à celle à laquelle vous rêviez, de là où vous viviez? Alors la France, je pense qu'on a tous plusieurs images de la France. La mienne, elle est double, c'est une France rêvée, imaginée, fantasmée, de toutes pièces, créée de toutes pièces dans mon imaginaire à travers les livres, à travers les philosophies, tout ça. Et puis il y a une France réelle, une France terrible, une France en mal-être actuellement, qui souffre, hein. Je ne suis pas le seul à souffrir, je pense, oui, qui souffre de la crise, qui souffre de beaucoup de choses. Et oui, il y a une déception, certainement, entre une image qu'on a créée et entre une réalité vraiment dure à porter, dure à supporter. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez recommander au gouvernement, finalement, pour améliorer la politique d'immigration? Vous avez quelques idées? Moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui était fait sous Sarkozy, mais qui a été abandonné, c'est l'immigration de l'élite, même si on a critiqué Sarkozy à l'époque par rapport à cette notion de vider l'élite du Sud pour remplir l'élite française, pour remplir plutôt la France. Mais je prends l'exemple canadien ou américain, où il y a la première condition, c'est la langue. Parce que c'est le seul moyen d'intégrer une société. Si on ne parlait pas la langue, on ne peut pas intégrer. On ne peut pas remplir un formulaire. Et donc on ne peut pas se sentir français. On se sent français par moment, même si on reprend Renan, par l'histoire certes, mais la langue est
est une composante importante de l'identité française. La France a besoin quand même des hommes et des femmes qui peuvent lui apporter comment dirais-je, leurs compétences, qui peuvent vraiment bâtir aussi comme beaucoup de générations. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça, de toute cette expérience? Je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai appris à me mesurer à la diversité, à la galère. Je ne suis pas non plus sorti indemne. J'ai appris aussi qu'à travers ce parcours, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai noué beaucoup d'amitiés. J'ai connu la France dans tous ses états. J'ai dormi avec les SDF, donc j'avais écouté beaucoup des histoires, enfin, de tout le peuple, de toutes les couches, de toutes les ethnies et les races et les langues. Et puis bon, j'avais appris que c'était difficile d'être sans papier. D'ailleurs, j'ai un conseil aux sans-papiers: si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, il faut partir. Et puis aussi, pour l'administration, il faut trancher, il ne faut pas laisser les gens attendre comme ça. Si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose, mais bon, je ne regrette rien. Bien, merci pour toutes vos réponses et puis bonne continuation. J'espère que vous allez faire une bonne route. Merci, on souhaite que le bon sera de notre côté cette fois-ci. Après l'adversité, je pense qu'on remontera la pente et puis on essayera aussi d'apporter quelque chose de ce qu'on a appris en France, au Maghreb et puis ici pour la France. Soyons avec toute la gratitude de la France culturelle qui nous a apporté. Donc, je ne pense pas que j'ai de la haine ni de la colère. C'est une juste frustration de ne pas avoir de bonnes conditions. Mais du reste, j'adore ce pays, je suis francophile et francophone, et puis je pense que la France gardera cette vocation d'être la matrice de l'émancipation. Voilà. Bravo et bonne route.